Salut à tous, bienvenue dans le 13-30. On est le mercredi 18 mars et j'accueille aujourd'hui David Pointard. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, d'autant que je sais de quoi on va parler parce que j'ai déjà vu les slides et tout, et ça va être très sympathique. Vous allez voir, c'est pointu, c'est plus que pointu, c'est acéré, j'ai envie de te dire. Donc on va parler de mécanismes d'authentification email, tout ce qui est authentification, protection. Vous allez voir, c'est sympathique. Et en plus, il y aura même un épisode 2 qui sera déjà la semaine prochaine. Donc voilà, que du bon et c'est que pour vous. Sur la Neos TV, tu peux démarrer David si tu veux. Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des principaux mécanismes d'authentification de messagerie. Il faut savoir que là, ça va être une présentation générale et par la suite, je vais rentrer dans le dur pour chaque protocole avec des versions suivantes. Donc, on fera SPF, DKIM, des marques. Pas le BIMI parce que le BIMI aujourd'hui, il n'a pas de RFC. Donc, comme il n'a pas de RFC, pour le moment, il est encore en draft, en brouillon. On ne va pas faire de session exprès pour lui. On va attendre qu'il soit en RFC pour faire Mhm. une version BIMI. Là, on va survoler chaque mécanisme, expliquer comment il fonctionne, en gros, hein, et comment les utiliser. Ce qu'il faut faire et pas faire. Alors, c'est qu'un survol, parce que quand on va rentrer après dans chaque mécanisme sur les autres présentations, ça sera plus pointu, et là, on aura vraiment des usages à respecter, etc. Donc, pourquoi on a créé les mécanismes d'authentification de messagerie? Au début des années 80, et c'est pas une chanson d'IAM, c'est un petit peu d'humour, on a créé un protocole qui s'appelle SMTP qui permet d'envoyer du courrier au travers d'Internet. Donc, il était facile d'envoyer du courrier au travers d'Internet et il était facile aussi de se faire usurper son identité, enfin, faire du spoofing, du phishing, ce que vous voulez. C'était très facile parce qu'il n'existait pas de mécanisme. Début des années 91, on a eu un truc qui s'est appelé le PGP. C'était l'authentification de personnes. Donc, c'était de la cryptographie asymétrique. Ça a pas fonctionné longtemps, mais ça permettait déjà de fonctionner avec des certificats pour envoyer des messages. On a eu le SMIM et le SMTPE au début des années 90, mais c'était plus lié à l'identification que à des vrais protocoles de messagerie pour protéger les domaines et les personnes. Au Mhm. début des années 2000, on a commencé à avoir des vrais protocoles d'authentification de messagerie, à savoir SPF, DKIM, des marques. Alors le SPF, il est rentré en RFC en 2006, il était en draft en 2003. Le DKIM était en draft en 2004, il est passé en RFC en 2007. Et le DMARC, il est passé en RFC en 2015. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans l'ordre SPF, DKIM, DMARC. Mhm. BIMI, lui, 2019, mais il n'a pas de RFC. Il est toujours en draft, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok. Alors, à quoi servent l'ensemble de ces protocoles? Ils servent à sécuriser les échanges mail, protéger la réputation du domaine et améliorer l'expérience des utilisateurs. Mhm. Ces mécanismes permettent de protéger les domaines de messagerie contre le phishing, le spoofing, je l'ai dit, et l'usurpation d'identité, tout en renforçant la confiance des destinataires. Alors, ces mécanismes ne sont valides que si le destinataire joue le jeu. C'est-à-dire que si le destinataire décide de ne pas se protéger, qu'il a ses domaines personnalisés, qu'il utilise ses propres stratégies et qu'il décide de ne pas se protéger, bah, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Mhm. ça fonctionne dans les deux sens. Ça veut dire autant moi, je vais me protéger, mais autant le destinataire, il doit dire, OK, je vois que tu te protèges, et comme tu te protèges, je vais écouter ce que tu me dis et je vais mettre en place ce que tu me dis. En gros, c'est Mhm. ça, hein. Je vous le fais schématiquement, mais c'est ça. Améliorer l'expérience utilisateur permet de créer un environnement fiable et convivial pour les destinataires. C'est sûr, quand on envoie un mail à un partenaire où on sait qu'il a des mécanismes d'authentification fonctionnels et qui sait qu'il va prendre en compte ce que j'ai mis moi dans mes mécanismes d'authentification, c'est plus facile de travailler ensemble. Il y a une Mhm. relation de confiance qui s'installe. Alors que si j'envoie un mail à un destinataire qui, lui, à chaque fois, ça va partir en spam, en quarantaine, ça va être rejeté, on va dire il y a un problème, c'est pas géré, c'est du n'importe quoi. Ça veut dire que si lui, il n'est pas capable d'interpréter ce que moi, je lui envoie, Mhm. il est capable de m'envoyer des malwares. D'accord? Il faut le prendre vraiment comme ça. Ça marche dans les deux sens. Mhm. Donc, ce qu'on va aborder sur cette présentation, on va aborder le SPF, le DKIM, le DMARC, on va survoler chaque protocole, le BIMI, on va en parler aussi. On va parler aussi de la sécurité au niveau des infrastructures DNS. Alors, je ne sais pas si vraiment on aura le temps, mais on essaiera d'en parler un peu. On va parler des Mhm. mécanismes complémentaires et on va parler des RFC. Je vous mets à la fin de cette présentation, il y a un tableau avec les principales RFC.
donc celles qui sont prises en compte dans ce que je vous présente. Ok. Alors, hop, le SPF. Alors, le SPF, son but, c'est quoi? C'est d'empêcher l'usurpation d'identité en vérifiant que le serveur est autorisé à envoyer des mails pour le domaine. Mhm. Le serveur destinataire vérifie que l'IP de l'expéditeur figure dans l'enregistrement SPF du domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un relais SMTP, vous allez avoir un MTA, un mail transfert agent, le destinataire, il a un mail transfert agent. Les deux ne communiquent pas. C'est-à-dire que mon mail transfert agent, mon MTA, envoie des informations au MTA de destinataire. Lui, il regarde Mhm. ces informations, il interroge le DNS, et si c'est correspondant, il valide. Il dit soit c'est bon, soit c'est pas bon. D'accord? Réduit les risques de phishing en bloquant les emails envoyés depuis les serveurs non autorisés. C'est ce que Mhm. je viens de vous dire. Donc le SPF, c'est quoi? C'est simplement dire, donc c'est un enregistrement TXT qu'on va mettre dans les DNS. Quand on va rentrer plus dans les SPF, sur une prochaine présentation, on expliquera vraiment tout ce que c'est. Mais là, Ouais. c'est vraiment mettre un enregistrement TXT dans son DNS et dire, lui, il a le droit d'envoyer. Microsoft a le droit d'envoyer. Cette IP a le droit d'envoyer. Tout ce que j'ai dans mes enregistrements A ou MX ont le droit d'envoyer. Et là, on peut dire, tous les autres n'ont pas le droit, c'est implicite. Ou on peut dire, Mhm. bon, je ne suis pas sûr, j'ai un doute, je suis en mode POC, j'attends. Donc là, il faut vraiment savoir ce qu'on fait sur le SPF, parce que ça a un impact direct sur la lecture de vos destinataires. Mhm. Alors, lorsqu'un mail est reçu, le serveur de réception extrait le domaine de l'adresse. Alors, le mail from est dans l'enveloppe du mail. Il faut savoir que quand vous envoyez un mail, il y a deux choses à retenir. Il y a ce qu'on appelle l'enveloppe et il y a l'entête. L'enveloppe, c'est ce qu'on ne voit pas. D'accord? Mhm. Donc, c'est des données que le SMTP et le MTA envoient que vous ne voyez pas quand vous envoyez un mail. Par contre, l'entête, c'est ce qu'on appelle le header. Là, ça se voit. Donc, ça va être l'adresse de l'expéditeur. D'accord? Ça va être le corps du message. Ça va être donc là, c'est visible. Quand vous écrivez un mail, c'est ce qui se voit. Donc, le SPF, lui, va agir simplement sur l'enveloppe. Donc, le mail Mhm. from. D'accord? Donc, vous ne voyez pas. Ok. Il effectue une requête DNS TXT sur ce domaine pour récupérer l'enregistrement SPF. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Donc, en fait, le MTA destinataire va récupérer les informations sur le DNS et va les comparer à ce qui a été envoyé par le MTA expéditeur. Si ça correspond, s'il n'y a pas de stratégie, de règles qui disent qu'il ne faut pas, qu'il faut, il va agir. Mais c'est toujours pareil. Il faut que le destinataire joue le jeu. Donc, lui aussi, il doit avoir des stratégies qui permettent de mettre ça en place. Mhm. Structure d'un enregistrement SPF. Alors, dans les structures, on va avoir des mécanismes, des qualificateurs, des modificateurs. Ça, on va rentrer dans les détails dans la présentation SPF. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment rentrer dans les détails de ça parce que c'est un peu complexe. On l'expliquera vraiment quand on fera la présentation SPF. Ce qu'il faut savoir, c'est que V égale FSPF1, ça va être la version. Donc SPF1, c'est Mhm. la dernière version de la RFC. Après, là, j'ai mis une IP4, donc IP 192 avec /24. Et là, j'ai mis un include. Un include, c'est un partenaire. Là, en l'occurrence, M365, Exchange Online, Express Protection, Outlook.com. Donc là, je dis quoi? Je dis qu'en fait, les serveurs de Microsoft peuvent envoyer des messages en mon nom et les IP 192 avec ce pool peuvent envoyer aussi des emails en mon nom, de domaine. Mhm. Et là, j'ai mis un petit all. Et le petit all, en fait, c'est la stratégie de gestion. Pourquoi? Parce que si je mets un all, un title all, un point d'interrogation ou un plus all, le MTA destinataire ne va pas le traiter de la même façon. Donc, Mhm. ce petit qualificateur, il a vraiment de l'importance. Ce n'est pas un qualificateur, pardon, c'est le modificateur. Il a vraiment de l'importance. Il faut vraiment le prendre en compte parce que c'est ce qui va impacter la stratégie SPF. Mais ça, on en reparlera vraiment la prochaine fois. Il faut qu'on avance. Ouais, pas de souci. Alors, SPF, on a des erreurs qui sont fréquentes. Là, on peut les dire, hein. C'est trop de mécanismes include. Include, Mhm. c'est quoi? Quand on fait un enregistrement SPF, on peut mettre, je l'ai dit, des IPv4, des IPv6, des includes. On peut mettre du A, de MX. Il faut savoir qu'on a le droit d'e-lookup, d'ISO. Quand on va calculer en fait qui a le droit de faire quoi, donc c'est étape par étape, ça se lit de gauche à droite, hein. En fait, Mhm. on a le droit d'e-lookup. Ce qui compte pour un lookup, ça va être les includes, les A, les MX, et voilà. Les IP4 et les IP6 ne comptent pas pour des lookups.
Donc, si vous avez 10 requêtes lookup, à la 11e, elle n'est pas prise en compte. Donc, vous risquez d'avoir une perte de messages. Les messages ne seront pas livrés. Pourquoi? Parce que les SPF seront en foil. Il sera en foil. Le MTA ne va pas retrouver l'IP dans le DNS ou le propriétaire de ça et va mettre en foil. Donc, je vous demande vraiment d'aller regarder déjà si vous avez bien en dessous des 10 lookups. Sachant qu'une fois, si vous mettez des IP4 ou des IP6, ce n'est pas pris en compte. Ça ne compte pas dans les lookups. Alors, on fait ce qu'on appelle de l'aplanissement. C'est-à-dire que quand on a trop de lookup, on aplanit en fait les includes pour redescendre dans les lookups. Il faut savoir qu'un include dans un include, quand ça marche en cascade, ça compte pour des lookups. Donc si j'ai un include, ça m'en fait 3. C'est de la cascade, mais ça m'en fait 3. Ne pas inclure tous les services légitimes. Bah ouais, vous envoyez des mails, par exemple, avec Microsoft, 365, n'oubliez pas de mettre l'include SPF protection et du.com. Sinon, ça voudrait dire que vous n'autorisez pas Microsoft à envoyer des mails. Donc forcément, les SPF vont échouer. Mauvais domaine. Bon, publier un SPF sur un mauvais domaine, mettre le mauvais domaine dans la publication du SPF d'un autre domaine, forcément, ça part en feuille. Et ne pas surveiller les résultats via des marques. En fait, quand on va utiliser le DMARC, donc le mécanisme qu'on va parler après, ça va nous permettre d'avoir une vérification de ce qui se passe sur les SPF avec des outils. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais soit vous analysez vos propres XML, soit vous analysez vos propres messages. C'est la différence entre le RUA et le RUF. Le forensic, je vous le déconseille parce qu'aujourd'hui, envoyer ces messages, tous les messages sur les réseaux, c'est peut-être pas la meilleure façon. Aujourd'hui, on préfère envoyer les XML et analyser que les XML du démarque. Donc ça, on en parlera plus tard, peut-être, non sûr, quand on fera la présentation des marques. Alors, le DKIM, on va passer au DKIM, le SPF c'est fait. Le DKIM, c'est quoi? C'est garantir l'intégrité du message et l'authenticité de l'expéditeur. Lui, il n'agit plus sur l'enveloppe, d'accord? C'est plus du mail from, là, c'est du from. Donc lui, il va agir sur l'entête, clairement. Il faut savoir que, en fait, je devrais peut-être dû dire depuis le début, mais qu'est-ce qui va agir sur l'enveloppe? Ça va être le SRS et le SPF. D'accord? Le SRS, c'est un peu compliqué, je l'expliquerai quand on va rentrer dans le SPF, c'est de la réécriture en fait de SPF, etc. Mais là, on n'a pas le temps, mais je vous la réexpliquerai. Donc le DKIM, lui, garantir l'intégrité du message, de l'authenticité de l'expéditeur, qui est dans l'entête. Donc là, on est sur le from. Le message est signé numériquement avec une clé privée. Le destinataire vérifie la signature avec la clé publique publiée dans le DNS. Ce qui est logique, hein. Le DNS, il a sa clé publique, le mail a sa clé privée, il vérifie, hein, c'est de la cryptographie asymétrique, ça, tout le monde connaît. Empêche la modification du contenu du mail en transit. Structure générale d'un enregistrement d'EKIM dans le DNS. Bon, on vient de l'expliquer, on ne va pas revenir dessus. Fonctionnement. Le serveur envoie... ouais. Pardon, excusez-moi. Alors, le serveur envoie certaines parties de l'email comme corps. En fait, il va faire un hash de l'email. Je vais plutôt le résumer. Il va faire un hash de l'email. Et si le hash chiffré correspond au hash qui a été reçu, il va considérer que le DKIM il est bon. C'est ce qu'on va appeler le body hash. Il faut savoir quand même que sur le body hash, il y a des choses qui sont prises en compte. On a ce qu'on appelle les body hash, ce qu'on appelle relax, et les body hash simples. Mais ça, on va vraiment l'expliquer quand on va parler du DKIM. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous utilisez des grosses structures comme Google, Microsoft, etc., lui, il fait un calcul de ce ligne, etc. Il va faire un body hash, ce qu'on appelle relaxed. Il ne sera pas simple. Le simple, on l'utilise pratiquement plus. Donc, à partir du moment où la signature, enfin, si le body hash envoyé correspond au body hash reçu avec quelques variantes, on va le dire comme ça, le DKIM sera valide. Mais il y a trop de choses qui modifient ce body hash, le DKIM sera plus valide parce que forcément, quoi, il ne peut plus valider que le message envoyé est bien le message reçu. D'accord? C'est bien ça qu'il faut comprendre, que le message envoyé soit identique au message reçu. Donc, DKIM, erreur fréquente. Bon, les DKIM non publiés dans le DNS, on oublie de mettre les DKIM. Mais souvent, on ne les oublie pas. On va utiliser par exemple Microsoft, on va mettre les clés Microsoft. Mais derrière, on se dit, ah ouais, mais attends, il n'y a pas que ça. Parce que j'ai fait du SPF. Et dans le SPF, j'ai dit que lui aussi, il avait le droit d'envoyer à mon nom des messages. Mais si lui, il a le droit, il faut que lui aussi, il ait un DKIM valide. Vous comprenez? C'est tous ceux qui ont le droit d'envoyer un mail doivent avoir un DKIM, sinon ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que j'ai un relais SMTP on-prem qui envoie du mail, il faut qu'il ait un DKIM. Si vous mettez que du DKIM sur Exchange Online ou d'autres, Proofpoint ou ce que vous voulez, ça va poser un problème. C'est tous ceux qui ont le droit d'envoyer du mail à votre nom. Donc même si c'est des partenaires, vérifiez que vos partenaires publient leurs clés, quoi.
Alors, on va avoir aussi les mauvais alignements entre le D et le domaine du mail. Donc ça va se voir dans le header, hein. Donc ça serait un échec d'alignement d'Ekim démarque, mais ça, on en reparlera plus tard dans le démarque. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ce qu'on va avoir, bah, les signatures d'Ekim absentes. Là où je veux vraiment apporter une petite précision quand même, ce qui est important, c'est que bien souvent, vous passez par des partenaires. C'est-à-dire que Mhm. moi, je vois beaucoup des gens qui ont des clés d'Ekim, qui vont poser les d'Ekim via Microsoft, parce que c'est assez facile de le faire aujourd'hui dans XDR. On va poser ses clés d'Ekim, ça marche bien, tout ça. Et puis derrière, on a quelqu'un qui va modifier notre signature. On a quelqu'un qui va rajouter un pied de page, un disclaimer. Enfin voilà, il va se passer des choses sur le mail. Ben, il faut savoir que là, à partir du moment où vous allez toucher au mail, comme je vous allez expliquer, le body hash va changer, le body hash licence, le message envoyé, le message reçu n'est pas le même, vous allez être en erreur d'Ekim. D'accord? Bon, il y a des subtilités, j'aurai pas le temps d'en parler là, on en parlera quand on refera la présentation d'Ekim, il y a des subtilités. Mais prenez bien en compte qu'à partir du moment où vous mettez un partenaire entre ce qui sort de votre relais SMTP et ce qui doit arriver chez le destinataire, il faut prendre en compte ce qu'il y a au milieu. C'est-à-dire que si c'est des ester reconnus, etc., soit vous allez faire de l'ARC, soit vous allez faire de la réécriture des KIM, soit vous allez arrêter les DKIM de Exchange Online et vous allez dire aux partenaires de positionner ces DKIM. Mais si vous faites ça, il faut prendre en compte que vous n'envoyez plus de messages avec Exchange Online, parce que si malgré tout vous continuez à envoyer, vous n'avez plus de DKIM. Donc, Mhm. malgré tout, il y a quand même des choses à prendre en compte et c'est vraiment important de prendre toute la chaîne de messagerie quand on décide de faire, enfin, c'est même pas, c'est décidé, c'est qu'aujourd'hui, il faut le faire quand on fait du DKIM. Alors, encore une fois, des erreurs fréquentes, les mauvais formats de clés publiques. Aujourd'hui, on évite de publier avec des clés Mi24, on met du 2048 partout, hein. Moi, j'ai déjà eu des erreurs. J'ai vu des erreurs où les clés étaient en 1024, ça posait des problèmes avec des partenaires. On est passé en 2048, ça a géré le problème de suite. Et les Mhm. rotations de clés non gérées, bon, bah, essayez toujours d'avoir deux paires de clés d'Ekim parce que pour les rotations, c'est quand même plus facile. Des mauvaises les mauvaises, j'ai toujours du mal à la canonicalisation. C'est ce que je vous disais, par exemple, tout à l'heure, quand vous avez un bodyage qui change et que Microsoft, par exemple, va vous passer un relax et que vous avez derrière, en fait, je ne sais pas, moi, un proof point qui va rajouter un disclaimer, bon, bah là, vous allez avoir un vrai problème. Il y aura plus la tolérance, elle sera dépassée. Donc, à partir du moment où vous dépassez la tolérance, le DKIM, il sera en faute. Les signatures DKIM modifiées en transit, je vous en ai parlé tout à l'heure. On passe au démarque. Alors, définir, le démarque, c'est quoi? En fait, le démarque, c'est pareil. Il va être dans l'entête, il est géré dans l'entête. Encore une fois, SPF, SRS, enveloppe, euh, DKIM, démarque, BIMI, en tête. D'accord? Ça, Mhm. c'est pas trop dur à retenir. Il faut retenir ça, au moins, c'est clair. Définir une politique de traitement des mails échouants, vérification SPF DKIM, fonctionnement. Le domaine publie une politique. Donc, en fait, vous allez écrire une stratégie des marques dans votre DNS et vous allez écrire une stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est non, quarantaine, reject. Non, ça veut dire aucune stratégie. Quarantaine, c'est mettre le message en quarantaine. Reject, c'est rejeter le message s'il ne Mhm. correspond pas à la stratégie. Sur ce qui est quand même bien avec le démarque, c'est que vous avez la possibilité, quand vous écrivez votre inscription DNS, de mettre ce qu'on appelle renvoyer les résultats de, de ce qui a été vu directement, soit dans une boîte mail chez vous. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être des RUA. Donc, vous allez mettre un RUA, vous allez mettre une adresse mail et vous allez recevoir en fait tous les XML l'analyse sur ce qui s'est passé, sur les mails envoyés, etc. Et même les personnes qui essaient d'envoyer des mails euh, en, en, en usurpant votre identité. Clairement, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ne sont pas dans le SPF, à partir du moment où ils n'ont pas de DKIM, là, on en reparlera quand on parlera du DKIM et du SPF, parce que vous allez voir qu'il est possible d'avoir un SPF et un DKIM valide et d'envoyer des mails. Mais ça, on en reparlera plus tard. Mais si quelqu'un essaie d'usurper votre identité, à la base, bon, il n'est pas dans le SPF. Donc ça va remonter dans les analyses. Il n'aura pas de démarque. Donc, et en fonction de ce que vous avez mis, vous, dans votre démarque, vous allez pouvoir vraiment avoir une analyse fine de ce qui se passe sur votre flux mail. C'est Mhm. vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est une vraie analyse et une vraie stratégie sur votre SPF et votre DKIM. Parce que le démarque, il agit au travers de SPF DKIM. Donc, les avantages permettent de contrôler et de renforcer la protection contre le spoofing, le phishing, avec des rapports RUA, RUA,
RUA et RUF. Le RUF, c'est un envoi complet du message. Généralement, on utilise des partenaires. Moi, j'utilise Valimay, il y en a, parce que c'est un partenaire Microsoft, on peut en utiliser d'autres. L'avantage de Valimay, c'est qu'il y a une partie gratuite où on peut avoir une vue générale de l'ensemble du flux. C'est plutôt bien fait, c'est facile la prise en main est facile, mais par contre, je leur envoie que les RUA. Le RUF, moi, j'évite, quoi. Voilà. J'aime pas envoyer le Mhm. mail complet à un partenaire et même refaire transiter un mail complet pour me l'amener dans une boîte, même si c'est une share mailbox ou quoi, je sais pas. J'ai pas très confiance. Mhm. Ça évite de faire du reflux, etc. Ouais. Fonctionnement, vérifie si le domaine from, donc le from, le header, en tête, est aligné avec le résultat SPF ou des KIM. Donc, entre guillemets, nombreuses balises, mais ça, on le verra. Si l'un des deux passes est aligné, démarque passe, d'accord? Parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Je vais essayer de résumer ça simplement. C'est que dans les RFC du démarque, on dit que si DKIM ou SPF est aligné, démarque passe. Ça, c'est vrai pour les gros fournisseurs, parce que les gros fournisseurs, ils suivent clairement les RFC, etc. Par contre, ça ne vous empêche pas de faire le contraire, vous, après, avec vos propres stratégies. Vous pourriez très bien dire, moi, je veux que le SPF et le DKIM soient alignés. Et si je n'ai pas un SPF DKIM aligné, je refuse le message. Ça, vous allez faire avec des stratégies personnalisées, XDR ou autres, ou les outils que vous utilisez, Proofpoint, Darktrace Email, enfin ce que vous voulez. Mais là, vous allez pouvoir le faire avec vos propres outils. D'accord? Requête DNS, bon, le serveur effectue une requête, c'est toujours pareil, hein, que ce soit SPF, des KIM, des marques, on est toujours sur ces requêtes DNS, donc on ne va pas rentrer non plus trop dans le détail. Donc il récupère un enregistrement, donc l'enregistrement VD-Mark 1, quarantaine, donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un message ne correspond pas, s'il n'est pas aligné SPF ou des KIM, tu me le mets en quarantaine, d'accord? C'est ce que je dis à mon partenaire, à mon destinataire, je dis tu me le mets en quarantaine. J'aurais pu dire tu le rejettes, dans ce cas-là j'aurais fait un P égale reject, il aurait rejeté mon quarantaine. Le RUO, donc là, je fais un make des marques. Donc là, le RUA, vous voyez, je l'envoie chez moi. Donc dans une boîte, c'est un lab Neos. Je l'envoie dans un lab Neos pour l'analyser. Donc, et après, je mets aussi un make des marques vali.email, etc. Je fais un SP reject, un ASPF reject. Donc là, ça va être des directives plus sèches pour le SPF et pour le DKIM. J'en parlerai quand je ferai la présentation SPF et DKIM. Donc, interprétation du enregistrement, version du protocole, politique à appliquer, non, quarantaine, reject. Je pourrais mettre un non, hein. Quand on est en mode de test, on fait des non. Quand on est en mode de test, bon, le dékim, on peut le mettre, ça pose pas de problème. On va faire un SPF à softfail, par exemple, et on va mettre une politique à non, et on va regarder ce qui se passe avec Valimay ou un autre. Et là, on va pouvoir analyser un peu ce qui se passe et aligner ses stratégies. On n'est pas obligé de passer de suite en quarantaine, de suite en démarque, même s'il faut quand même se manier, quoi. Excusez-moi l'expression, mais on ne reste pas 2 ans en non, on ne reste pas en SPF sauf fail, on ne reste pas ou en SPF point d'interrogation, ce que vous voulez. Non, c'est à un moment, il faut passer dans le dur. Et tant pis s'il y a des mails qui sont rejetés. Il vaut mieux qu'il y ait des mails rejetés que de recevoir de la merde, hein, clairement, hein, c'est-à-dire phishing, etc. SP, bah, rejet de politique pour les sous-domaines. Donc là, sur ma stratégie, j'ai un reject, donc il n'y a pas de sous-domaine. SPF égale S, donc strict. Et le relax domaine SPF mail from doit être aligné avec le domaine du from. Donc là, je lui dis qu'en fait, le mail from et le from doivent être alignés, donc le même domaine. D'accord? Donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure, l'enveloppe et le header doivent être alignés. Mais ça, j'en parle comme ça. Mais vraiment, quand on va rentrer dans le SPF, des KIM, etc., ce sera plus simple à comprendre. Parce que là, on est obligé de survoler, mais ça sera vraiment plus simple à comprendre. Donc, Mhm. les erreurs des marques fréquentes à éviter, ben, ce que je viens de dire, hein, les politiques trop permissives, un P, un non, ça veut dire, bon, je fais rien, je regarde ce qui se passe. Mais bon, on ne le garde pas. Hein, faut y aller, quoi. Enfin, voilà, je suis désolé, mais il faut y aller. Enfin, phase de test, voilà, quoi, solution, truc. Alors, absence de rapport EUA et RUF, bon, bah, ça, faites-le pas non plus. Les RUF, bon, enfin, le forensique, moi, j'en fais pas. Mais le RUA, faites-le, parce que vraiment, c'est de se passer de quelque chose de super important pour des marques, parce qu'il vous permet d'avoir cette vue, même sans payer hein, de partenaires, mais rien qu'avec une vue générale sur les RUA, on a quand même des bons rapports agrégés qui nous permettent vraiment d'avoir une vue globale de notre flux, de si vraiment on se fait beaucoup attaquer, si on a beaucoup d'usurpation d'identité, et même des fois, je travaille avec des partenaires et là, je me rends compte qu'en fait, bah, il y a un problème avec ces partenaires, c'est qu'ils ne sont pas dans mon SPF et pourtant ils devraient y être. Enfin voilà quoi, ça amène quand même beaucoup de choses. Après, il faut être en capacité de le lire, il faut connaître un peu comment fonctionnent les enveloppes, les headers et tous ces paramètres, tous ces protocoles, mais c'est bien fait. Les mauvais alignements SPF Tekim, hein, des marques échouent si SPF ou Tekim passent.
même si SPF ou DKIM passe, oui, ça peut arriver. Le domaine utilisé dans le SPF ne correspond pas au domaine du champ from. Donc, oui, vous allez avoir un mail from qui n'est pas correspondant au from. Après, je pourrais rentrer dans les détails parce qu'il y a quand même, ça, on va rentrer dans quand je vais parler des DKIM, ou peut-être quand je vais parler des démarques, je vais vous parler des from et des mail from, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à comprendre, parce qu'aujourd'hui, il y a des RFC qui ont été mis en place sur les multi-adresses, expéditeurs, etc. Que là, je ne peux pas vous l'expliquer, mais je vous expliquerai tout ça la prochaine fois. Donc, une solution utilisée à SPF et à des KIM en S pour renforcer l'alignement strict et ajuster les domaines et sous-domaines. J'aurais dû mettre ajouter domaines et sous-domaines. Donc, les erreurs fréquentes sur les démarques, hein, encore une fois, c'est toujours pareil, hein, publier sur les mauvais domaines. Pareil. Des fois, on veut les faire vite fait. Tiens, on se dit, bon, allez, je vais l'écrire vite fait dans mon DNS, machin, puis on l'oublie. Les syntaxes incorrectes, les virgules, les points-virgules et les espaces, c'est super important de respecter la case, hein, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Mm. Ignorer les sous-domaines, ça, je le vois souvent. C'est-à-dire qu'on a des sous-domaines, mais on ne les prend pas en compte. Alors, moi, c'est ma façon à moi de voir les choses. Il y en a d'autres qui le voient différemment. Il faut vraiment comprendre que moi, j'ai ma façon de voir les choses. Il y en a d'autres qui le voient différemment et tout est acceptable. Mais moi, je pense que si vous avez des sous-domaines qui sont actifs, écrivez des politiques pour chaque sous-domaine. C'est quand même mieux d'avoir des politiques pour chaque sous-domaine et de gérer chaque sous-domaine que d'écrire des politiques globales pour l'ensemble du domaine et des sous-domaines. À moins que vous ayez des sous-domaines non actifs et que malgré tout, ils envoient du mail, je ne sais pas, par de l'applicatif ou je ne sais pas, par autre Mhm. chose dans ce cas-là. Mais moi, je considère quand même que les sous-domaines, ils doivent être écrits chacun de leur côté. Bah, les RUF, je vous en ai parlé, hein, ça, on évite, on ne le fait pas. Enfin, on le fait Mhm. pas. Vous pouvez le faire, moi, je ne le fais pas, mais on évite de le faire. Je me suis perdu. Alors, les RUF. Pas de Il te suivi ni reste 4 d'évolution. minutes. On va y arriver. Pas de suivi ni d'évolution. Les symptômes, les démarques, en fait, c'est l'ensemble des paramètres d'authentification de messagerie. C'est pas parce que vous les avez écrits aujourd'hui qu'ils seront toujours valables dans 6 mois. C'est un Mm. peu bête ce que je dis, mais essayez de comprendre ça, que malgré tout, votre messagerie évolue, les RFC évoluent, il faut quand même se tenir au courant, il faut regarder quand même ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, il y a le BIMI qui est arrivé, ça fait pas si longtemps que ça, hein. Le BIMI, on est sur 2019. 2019. Voilà, et Voilà, il n'y a j'ai pas encore écouté. de RFC. Donc, si demain on a une RFC qui sort, par exemple, pour le BIMI, peut-être que là, on pourra vraiment envisager de le mettre un peu partout, comme on a fait pour le reste, ou voilà quoi. Donc oui, Mhm. il faut suivre. Les démarques reporting, super important, je vous en ai parlé. Donc il y a Valimay, il y a Demartian, il y a Postmark, il y a EasyDemark. Et n'hésitez pas à les utiliser vraiment sur les RUA, hein. Enfin, Mhm. voilà quoi. Alors le BIMI, j'en parlerai pas, on n'a pas le temps, mais tant pis parce que c'est pas encore une fois, il n'y a pas de RFC. Fonctionnement, on en parlera. Bon, le BIMI, on n'en parlera pas. Alors voilà, la conclusion. SPF, le domaine de l'expéditeur publie une règle SPF. Enfin, c'est toujours vous qui publiez les stratégies dans vos DNS. Mhm. Le DKIM, le mail est signé avec une clé privée. La clé publique est publiée dans le DNS. Des marques, combine SPF et DKIM définit une politique note quarantaine reject pour notre destinataire. BIMI affiche un logo de marque si le démarque est bien configuré. Donc ça, je ne ferai pas de présentation sur le BIMI, à part tant qu'il n'y a pas de RFC écrite. Mhm. Donc, conclusion, ces mécanismes sont comme des panneaux de signalisation. Ils sont utiles uniquement sur les serveurs de réception. On les respecte via des stratégies de protection. Donc, il y a, encore une fois, les gros qui suivent les RFC. Après, vous, quand vous gérez vos propres domaines, que vous avez vos propres anti-spam, etc., configurez bien vos propres anti-spam pour que ça fonctionne bien avec tout ça. Bonne pratique, hein, configurer correctement SPF des marques, BIMI optionnel. Surveiller les rapports des marques, travailler avec des fournisseurs de messagerie qui respectent ces standards. Bon, Mhm. aujourd'hui, c'est quand même nombreux. Donc, il va avoir l'ARC. Donc là, je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais l'ARC permet en fait de garder la chaîne d'authentification pour traverser, par exemple, des partenaires. Alors, je vous la fais grosse maille, hein, c'est pas comme ça, parce que l'ARC peut quand même modifier par Proofpoint et d'autres, mais il va permettre de garder cette chaîne d'authentification. Microsoft fait de l'ARC, donc voilà. On va parler aussi, je peux parler vite fait du TLS. Il faut savoir que quand vous transportez un mail, le TLS, il est opportuniste. Le TLS, c'est le couloir qui va transporter votre mail. Votre mail, qu'il soit chiffré ou pas, là, on parle du mail chiffré, pas chiffré. Non, là, on parle du couloir, du réseau. Donc, le TLS est opportuniste. C'est-à-dire que si votre destinataire ne fait pas de TLS, eh ben, le couloir, il ne sera pas chiffré. Donc, aujourd'hui, moi,
je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus faire de TLS opportuniste. Il faudrait que tout le temps, le couloir soit en TLS, quoi. Donc, pour ça, il existe un protocole qui s'appelle MTA-STS qui permet de faire du TLS tout le temps obligatoire. Quand vous utilisez des connecteurs Exchange, parce que là, on est dans quand même des solutions Microsoft, utilisez tout le temps le TLS obligatoire. Après, vous avez un autre système qui s'appelle le DNSSEC qui, lui, va permettre de chiffrer vos DNS. Donc ça, vraiment, ne le faites que si vous savez vraiment ce que vous faites, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Et là, on va pas faire du MTA-STS avec du DNSSEC, on va faire du DAN. Mais là, c'est pareil, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Le SMIM, le PGP, tout ça, je vous en ai parlé en début de présentation. C'était les premiers protocoles dans les années début 90 qui ont permis d'apporter un peu de protection avec des chiffrements asymétriques. Mhm. Donc les RFC, c'est quoi? Les RFC sont des documents techniques publiés par l'IETF qui désignent les standards et protocoles d'Internet, y compris ceux pour la messagerie électronique. Dans le domaine de l'email, les RFC définissent le format des messages, les protocoles de transport, les mécanismes d'authentification, les extensions de sécurité. Le rôle standardisé, assurer Il est dur celui-là. l'interopérabilité entre différents systèmes, ouais, renforcer la sécurité, partenaire de confiance. Donc, je vous ai mis les différentes RFC qui sont ici dans un tableau. Vous pouvez aller les consulter, c'est gratuit. Vous allez sur Internet, vous tapez RFC, vous allez Mhm. tomber directement sur l'UETF et vous pouvez les consulter. Et vous allez voir que là, on n'a fait vraiment que survoler. Parce que si vous allez consulter la RFC, par exemple, pour le framework, le SPF, vous allez voir que quand même, c'est beaucoup plus complet. Et ça sera la prochaine présentation, le SPF, mercredi prochain. Exactement, très bien joué David. C'est mercredi, donc à Mm. 13h30, on aura la suite. L'épisode 2, ce sera spécifique sur SPF. Accrochez-vous les amis parce que ça va être pointu encore. Encore plus pointu, pointu du pointu, tu vois ce que c'est? Merci beaucoup David. Allez, on vous dit à la semaine Merci, prochaine. bonne Salut. journée. Ciao.